Eh bien, bonjour. Enfin, bonjour, bonsoir, on ne sait pas trop parce que c'est enregistré, c'est sur YouTube, donc vous pouvez le regarder n'importe quand, le jour comme la nuit. Et moi, j'ai rencontré l'homme avec qui on va discuter aujourd'hui en conversation inspirante en plein jour. Voilà, c'était pas la nuit, c'était en après-midi, à Châteauroux, figurez-vous. Eh ouais, à Châteauroux, on s'est rencontrés. Et j'avais envie de vous partager cette conversation inspirante avec un monsieur que j'aime énormément, que j'aime beaucoup, et on a beaucoup travaillé ensemble. On continue d'ailleurs à faire plein de choses ensemble sur plein de plans, et c'est ce qui me ravit. Voilà, donc j'avais à cœur de vous présenter, pardon, mesdames, messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, Monsieur Tony Lablanche. Salut Tony, Bonjour Stéphane. comment vas-tu mon ami? Ben, ça va bien. Je partage un bon moment avec toi et tous tes auditeurs, donc ça va toujours bien quand je te vois, quand je suis au téléphone avec toi et je suis très heureux d'être là. Tony, c'est le type de relation, si vous voulez, où on n'a pas besoin de s'appeler tous les jours. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est là l'un pour l'autre quand on en a besoin, quand on n'a même pas besoin, juste, souvent on s'appelle au bon moment d'ailleurs. Je sais pas si ah bah tiens, c'est marrant que tu m'appelles justement. Je suppose que vous avez ça aussi dans votre entourage, les amis. Mais Tony, je vais te laisser te présenter et peut-être la manière dont on s'est rencontrés aussi, qui est assez étonnante. On peut appeler ça une synchronicité, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est à toi, Tony. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Bonjour à tous, à toutes. J'ai eu effectivement la chance, et c'est pas pour faire beau, hein, parce qu'on est là dans l'authenticité avec toi Stéphane toujours, parce que tu amènes à ça. Naturellement, j'ai eu la chance de te rencontrer. Euh, Plaisir immense de te rencontrer. Un matin, pas un après-midi, Ah oui, un matin, c'est vrai. un matin à Châteauroux, une terre que j'aime puisque c'est l'Indre et la terre de ma mère, de mon père, de toute ma famille. Et je faisais un entraînement dans le cadre d'un défi important pour moi que j'avais en tête, que j'avais déjà enclenché. Et la chance, pourquoi? Je pense que la chance, on se la crée, c'est qu'à partir du moment où ce défi, je l'ai enclenché et mis en route, on rencontre les bonnes choses, les bonnes personnes, de manière où on pourrait croire magique. Mais la magie, c'est nous qui l'opérons finalement, quand on crée du bon, du beau, de la lignée, du vibratoire. Donc en fait, cette belle pensée et ce beau challenge que j'ai décidé d'entreprendre m'a amené à te rencontrer sur le chemin. Dans un contexte où effectivement, je terminais un entraînement, une séance assez difficile de course à pied. Et Stéphane était en train d'entraîner, de faire un entraînement physique à des jeunes athlètes du basket espagnol. Voilà, des jeunes basketteuses espagnoles, d'équipe nationale hein, d'ailleurs. Et là, je finis mon entraînement, je m'assois sur le côté et je vois cet homme, j'écoute cet homme, je suis attiré, je vais vers ce groupe parce que je vois des jeunes, d'abord des ados, en train de faire du sport et ça, je trouve ça toujours beau, avec leur coach. Et j'écoute la séance. Oh. Et je me dis, je me mets dans la peau de ces jeunes. J'ai 4 ans, 44 ans à ce moment-là. Je me mets dans la peau de ces jeunes. Je me dis, j'ai eu des éducateurs auxquels je rends hommage hein, dans le football, parce que je suis issu du football, qui m'ont beaucoup, beaucoup enseigné. Je me suis dit, quelle chance ces ados ont d'avoir cet homme que je connais pas encore, je connais pas encore son prénom, Stéphane, dans ce qu'il est en train de leur dire et dans ce qu'il est en train de leur transmettre, avec cette bonté, cette douceur, cette envie. C'était tellement inspirant. C'était des termes d'accompagnement que j'ai adoré. Je pourrais pas tout lister, mais c'était vraiment incroyable. Et je me souviens qu'à un moment donné, tu leur as dit, je connais ta valeur liberté, je connais ta valeur plaisir dans ce que tu transmets. Et tu leur avais dit, courez, le lévrier, est-ce que quand il court parce qu'il court après un score? Est-ce qu'il se met la pression d'un temps, d'un chrono, d'un score? Il court parce qu'à partir du moment où la barrière tombe, le lévrier, il court
et il court vite parce que c'est sa nature et parce qu'il aime ça. J'ai trouvé cette image, heu, bonne. Ça peut paraître simpliste à expliquer comme ça et je me suis dit: «Cet homme-là, je le rentre dans mon staff» et je vais pas tous les lister parce que là, c'est toi. Je le rentre dans mon staff pour devenir recordman du monde de semi-marathon, parce que c'était ça mon défi et Stéphane, tu es devenu à ce moment-là, dans mon staff, un accompagnant holistique, parce que tu m'as accompagné dans ce projet, en tant que préparateur mental, voilà et beaucoup plus que ça, j'ai envie de dire et effectivement, il y a une synchronicité, beaucoup de synchronicité entre nous parce qu'effectivement, il ne suffit pas que de s'appeler. Je pourrais aussi raconter, une autre anecdote et puis je vais te laisser poser des questions. À un moment donné où Stéphane avait, la mission que je lui avais donnée lors de mon départ, mon premier semi-marathon. Cet exemple, il est significatif parce que j'en ai des milliers à raconter nous concernant. Hem, j'ai pas de chaussettes parce que tout est prévu, c'est un énorme projet, tout est prévu et pourtant j'ai pas de chaussettes de la marque de sponsor au moment où je vais courir et heu et Stéphane arrive pile poil, à l'heure, au bon moment, avec les chaussettes, puisque quand je sors de ma voiture, je tombe directement sur lui. Donc il est on dit que les anges, des fois, ils vous tombent du ciel ou ils arrivent par divinité partout sur votre chemin. Je pense que tu es un ange gardien qui m'est tombé du ciel, vraiment. Bon, merci. Bon, c'était pas tout à fait, le propos, mais j'apprécie et ça me touche beaucoup parce que c'est C'est vrai que vrai. ça me ramène et c'est vrai parce que c'est aussi, de mon côté, une rencontre incroyable. C'est ça aussi qui est assez étonnant et peut-être que tu vas nous partager dans ton parcours de vie. Les choses nous tombent, je suis avec ce groupe d'ados, je bosse, je te vois, tu écoutes, tu viens: «Ouais, je pourrais venir avec vous». «Ouais, vas-y, viens et tout» et on le fait ensemble. Et à partir de là, il y a des connexions qui se font et j'imagine que celles et ceux qui nous écoutent, leur arrive aussi, de rencontrer des gens et bim, ça match direct et là, ça fait combien de temps ce défi? C'était en quelle année, s'il te plaît, tu peux me rappeler? C'était l'été, 2018. 2018. Alors, Tony, il l'a dit rapidement, recordman du monde, de en fait, on peut aller un petit peu plus loin parce que c'est ça aussi, qui nous a fait nous rencontrer, ce défi-là et puis tout ce que Mmh. tu es en train de mettre en place. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est véritablement? Comment il est tombé? Et ce que tu en as fait? Comment il est tombé ce record du monde? Et puis surtout, pourquoi tu l'as fait? C'était quoi l'intention, en fait, derrière ce défi? En fait, comment il est tombé? C'est vrai que ça peut paraître très très ésotérique, ce que je vais raconter. Je suis quelqu'un de très cartésien et cetera, mais cependant, je crois qu'il arrive où à un moment donné dans ma vie, tout n'est pas très aligné. Voilà, les problématiques de la vie, divorce, beaucoup de situations, beaucoup de sujets un peu compliqués à ce moment-là. Je suis vraiment un grand sportif dans l'âme. Je pense que depuis tout petit, depuis tout jeune, je savais au fond, sans vraiment le vouloir, sans le décider, vous savez, vous avez une intuition que à un moment donné, dans le sport, vous irez loin. Alors, ça aurait pu être footballeur professionnel à 22, 24 ans, je sais pas, ça aurait pu être ça, j'aurais adoré, ça a pas été ça. Et puis finalement, les choses, elles arrivent à plus de 40 ans, à travers la course à pied, qui est pas du tout un sport où quand je suis enfant, je sais que je vais faire quelque chose de grand dans le sport, mais je pensais pas que ça allait être là-dedans, parce que je pensais franchement à autre chose. Et puis ça arrive à plus de 40 ans, parce qu'à un moment donné, l'idée, elle vient, je sais pas d'où elle vient, mais elle me tombe dessus. Elle m'émeut fortement, elle me fait vibrer fortement. Les premières personnes à qui j'en parle, c'est à mes enfants. La troisième personne, c'est Ludovic Chorgnon, lui-même auteur de défis incroyables, champion du monde à multiples reprises d'Ironman, dans les conditions les plus chaudes, les plus froides, en altitude, enfin, un palmarès incroyable. C'est la troisième personne à qui j'en parle. Quelle référence d'en parler à quelqu'un comme lui. Et il me pose 3 questions essentielles, très fortes.
La première, c'est est-ce que je suis prêt à affronter un travail gigantesque, titanesque, parce qu'il me prévient qu'il va être fou, le travail qui m'attend, physique. Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je suis prêt à tout ce travail, hein? Pas à tout, mais à tout ce travail? Oui, sans aucun doute. Cette question, elle est facile. Elle est très facile. Elle est spontanément, j'ai répondu oui. Oui. C'est, c'est vibratoire, c'est dans le cœur. Oui, je suis prêt. Oui, je suis prêt à, à, à prendre 5 fois l'Everest. 6 fois, 7 fois, je suis prêt. La deuxième, elle est beaucoup moins évidente que l'Everest. C'est est-ce que ce projet, c'est une question d'ego? Celle-ci, elle est très très importante, beaucoup moins facile. Celle-ci, elle demande un peu de réflexion. Et j'avoue que sur celle-ci, j'ai quand même pris beaucoup, beaucoup le temps. Elle est tellement importante et qu'après avoir bien, bien, bien creusé, parce que je me posais quand même bien, bien, bien la question de reconnaissance de tout ça, celle-ci, il fallait prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et je vais vous expliquer pourquoi elle est si importante. Et je finis par répondre non. Je finis par répondre non et après je comprends pourquoi. Euh, non, c'est pas une question d'ego. Et si ça avait été le cas, le challenge aurait été impossible. Et je déconseille à qui que ce soit, je n'aime pas les conseils, mais j'alerte les personnes qui pourraient se lancer des défis aussi importants ou incroyables pour des raisons d'ego, parce que si ça avait été seulement l'ego, j'aurais pas été très loin. Je pense qu'au bout de 3 semaines d'entraînement, on renonce. N'importe qui renonce. J'ai été porté par autre chose, et de là, il me dit, la troisième question, c'en est pas une. Avant de spoiler la troisième, pardon, je te coupe, avant de spoiler la troisième, que tu nous dises la troisième, La s'il te troisième, plaît, c'en est pas une. La troisième, elle arrive et en fait, c'est une réponse. c'est une réponse. Il m'envoie des smileys, il me met go, go, go. Et là, c'est 10 000 bouteilles de champagne qui éclatent à l'intérieur du corps parce que go, 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 ça veut dire que ce monsieur, ou moi-même, en miroir, c'est validé et on y va. Tony, comment, quand tu poses la question à 100 000 dollars, c'est l'ego ou c'est pas l'ego? Tu as pris du temps pour réfléchir. Tu es en train de nous dire que voilà, tu as pris un peu de temps avant de pouvoir répondre réellement à cette question. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé entre le moment où il t'a posé la question et le moment où tu lui as donné une réponse? Comment tu as pu, au fond de toi, savoir que c'était pas l'ego, en fait, et que c'était quelque chose de plus grand que toi? Je crois que ça se manifeste pas par le mental. Mais la question, faut bien y répondre. Je pense que c'est le cœur qui a répondu et c'est pas le mental. Alléluia. Parce que quand c'est l'ego, c'est le mental qui parle. Quand, quand c'est le cœur, c'est le bon chemin. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Ok. Ça s'explique pas, ça se manifeste. Voilà, j'essaie de l'expliquer avec des mots, mais ça se vit. Et voilà, c'est Ok. facile quand c'est le cœur. C'est facile quand c'est le cœur. Retenez bien cette phrase parce que je suis assez d'accord avec toi. C'est facile quand c'est le cœur. C'est pas toujours facile pour les autres et c'est encore moins facile pour le mental. Mais tu as relevé un défi. Est-ce que tu peux nous dire finalement quel était ce défi? Alors, ce défi, c'était ce challenge, au-delà du record du monde, parce que ça s'appelle comme ça, mais ce challenge, c'était de parcourir 37 semi-marathons en 37 jours consécutifs. 37 jours consécutifs, tout simplement. Et ça constituait un record du monde, puisque voilà, c'était le cas. Et mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que tout est OK à ce moment-là. On a les réponses aux questions, puisque je vous l'ai expliqué. Et puis, il y a eu un autre élément qui, peut-être 15 jours ou 3 semaines après, est venu s'ajouter. Je commence les entraînements, je commence à me préparer, et à un moment donné, il y a autre chose qui vient, essentiel. Il manquait une pierre très, très importante.
Et là aussi, si celle-ci n'était pas arrivée sur le chemin de l'entraînement, j'aurais pas été bien loin non plus. C'est que, ok, record du monde, c'est bien, mais ok, même si c'est pas une question d'ego, ça manque un peu de sens, tout ça. La question du sens, elle est venue assez rapidement. Je rajouterais que cette quatrième question, elle me vient. La personne me la pose, mais elle me vient comme une évidence. Et elle est super importante, hein. Ça, c'est l'équation. Voilà, je vous explique un peu l'équation. En tout cas, pour moi, c'est qu'à un moment donné, je me dis, mais si tout ça, j'en faisais quelque chose, une collecte, je vous parle de ça en 2019, aujourd'hui, c'est devenu un peu plus à la mode, et tant mieux, une collecte pour une bonne cause. Et donc là, j'ai envie de servir des associations pour enfants, des associations. Je vis dans le 37, je vais le faire dans le 37, d'où les 37 semi-marathons sur 37 jours, et j'ai envie de le distribuer, de le partager avec 37 associations d'Indre-et-Loire. Voilà. Ça s'est passé autrement, mais l'idée, c'était celle-là. Donc, ce qui compte, c'est pas comment s'est passé la forme, puisque finalement, il y a eu une association, vu le projet que c'était, qui a été représenté. Mais l'idée, c'était de redonner. Et là, c'est un moteur aussi qui vous permet d'affronter cet Everest-là. Ouais. S'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu ce sens, là aussi, c'est limitant. Donc, t'as eu cette intuition de te dire, tiens, ou cette idée, ou cette vision, je veux réaliser quelque chose dans la course à pied, tiens, un défi. Je vis dans le 37 semi-marathons en 37 jours consécutifs. La réponse à la question, est-ce l'ego, c'est non. Donc finalement, puisque la réponse est non, c'est pas l'ego, euh, des, des événements arrivent dans ta vie à ce moment-là, comme ben, pourquoi pas le faire pour des associations dans ce cas. Et ça vient renforcer ton pourquoi, ça vient renforcer le sens, et là, ça vient vraiment répondre à la question non, c'est pas l'ego, du coup. Bah, complètement. Mais voilà, c'était la suite, mais la vie, elle vous le manifeste. Bah, évidemment. Évidemment, en fait, j'ai la réponse. Pourquoi c'est pas Je sentais que c'était pas une question d'ego, mais après, la réponse, elle arrive derrière, évidemment. Et c'est pas une question d'ego. Et le sens, c'est de le partager avec les autres. C'est de redonner à ceux qui ont besoin. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Euh, et, euh, et de le partager avec les gens. Et d'emmener les gens là-dedans. Parce que ça a été une aventure partagée. Une Ah aventure oui. partagée avec les gens, parce que les gens sont venus courir pendant 37 jours pour donner aux autres. Tu peux nous dire l'assos, c'était quelle association? Je cours pour les enfants, magie à l'hôpital. Magie à l'hôpital, que tu as pu rencontrer, tu as pu avoir des relations directes avec eux? Oui, 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 je me souviendrai toute ma vie. Enfin, c'est des éléments marquants. Je me souviens de cette rencontre avec eux, comme cette rencontre avec toi, comme cette rencontre avec Virginie Charot, euh, Eh ouais, Virginie. comme la rencontre avec David Moret. Ça serait... La liste serait trop longue, mais voilà. Quand même, là, ce noyau-là, est Claire, voilà, tout le monde. Euh, Magie, quand j'arrive dans les bureaux de Magie, on se met sur une table ronde avec toutes les filles de l'assaut. Et je leur parle du projet. Et elles font dans larmes. J'ai vu les larmes, tellement ça leur paraissait incroyable. Et personne n'est sceptique. Tout le monde y croit. Alors que, bon, on est en train de raconter un truc de taré à ce moment-là. Il y a quand même des gens qui m'ont pris pour un fou. Voilà, et qui ont pensé, même certains sponsors, qui ont dit, bah, moi, je mets pas un centime là-dedans parce que, voilà. Mais finalement, même Magie à l'hôpital, finalement, ça match tout de suite. Parce que là, tu as rencontré en fait, les personnes qui s'occupent de l'association et les enfants. Hum. Au départ, la première association que je rencontre, c'est l'association Ella de Zidane. Et l'antenne à Tours, en Indre-et-Loire, elle est un petit peu, bon, ils étaient un peu en difficulté, un petit peu c'est un peu compliqué. Et puis après, quand je découvre Je cours pour les enfants, ça prenait tout, le titre prenait tout son sens. Donc j'ai voulu rencontrer cette association, puis Tourangelle, puis je me suis dit, voilà, association Tourangelle.
Ça sonnait bien, tout simplement. Ça sonnait bien. Donc tes entraînements, tu les commences, enfin, à quoi ça ressemble les entraînements, physiques? Les Mmh. entraînements mentaux? Parce que j'imagine qu'il y a des moments où tu arrêtes pas de te dire: «Mais qu'est-ce que je fous là?» et puis peut-être, hein, c'est Quelquefois, oui, arrivé et puis, quelquefois. faut pas boire d'alcool et puis il faut pas fumer de clope, faut pas être dans un environnement trop toxique de manière générale. Combien de temps de préparation au moment où tu as ta vision, que tu commences à t'entraîner jusqu'au jour J? Il y a l'entraînement foncier, l'entraînement spécifique, c'est vrai que quand j'en parle, vous savez, bah, les marathoniens, les triathlètes, un programme, il peut être entre 2 semaines et 2 mois et 3 mois, pardon. Qu'on prépare un Ironman ou qu'on prépare un marathon, il peut aller de 8 à 12 semaines en fonction du dosage et de la répartition et de la disponibilité d'entraînement. Heu, Bah, là, c'était le double. C'était 6 mois en spécifique, hein. 6 mois en spécifique où tous les entraînements sont calculés. C'est un grand tableau avec des confettis et tous les jours, enfin, quand je dis les confettis, c'est, quand je regarde le tableau Excel et que tel jour, le point bleu, c'est un entraînement, mais dans ce point bleu, quand vous voyez tous ces petits points, mais ces petits points sont une séance d'entraînement intensive, heu, ouais, si je l'ai encore, hein, le menu. Si je déroule le menu aujourd'hui, heu et là, je l'ai avalé, je l'ai pris à bras le corps parce que j'ai mangé chaque plat les uns après les autres chaque jour, j'ai envie de dire, hein, quand je parle des plats, c'est des entraînements. Si aujourd'hui je regardais le menu, je ferais une indigestion. Encore Il y a que des doutes qui s'installent là-dedans? Des peurs, des angoisses? évidemment, oui, évidemment, évidemment et c'est normal et c'est bien et c'est sain et d'ailleurs je peux en parler aujourd'hui à ceux que j'accompagne, comme toi, Tony est préparateur mental aujourd'hui, vous l'aurez deviné. grâce à toi. Hem, Bien sûr que ça donne envie. Quand on vous donne, on a envie de redonner aux autres. Heu, je Oui, les doutes, pas quand on s'entraîne. Heu, Moi, je pense que j'ai une rage, c'est pas un gros mot, une rage intérieure, hein. Je pense que j'ai un lion enragé, en face de moi, sinon au fond de moi ou en face de moi d'ailleurs et qui est là et qui a toujours été là. Je crois que je suis fait comme ça, fabriqué comme ça et c'est un bon moteur, hein, ce rugissement. Ce rugissement, il est un bon moteur, sinon on fait pas des choses comme ça. Faut pouvoir le dompter. J'ai une question, je t'interromps juste une seconde parce que quand tu parles de rugissement, est-ce que ce choix de faire tout ça a révélé quelque chose en toi que tu pensais endormi ou qui était pas qui était un peu, qui t'était voilé, qui t'était un peu caché? Est-ce qu'il y a eu des révélations? Parce que quand il arrive cette vision de faire ce défi, tu es quand même dans une situation émotionnelle, heu et personnelle qui est difficile à ce moment-là, sans rentrer dans les détails. Donc Mmh. est-ce qu'il y a eu une révélation à travers, tous ces entraînements, à travers le choix de faire ça, est-ce que tu t'es révélé à toi-même? C'était ça la question, en fait. Ouais, le côté combattant, je sais. L'abnégation, le combat, je sais que je suis fort là-dedans. Heu, je pense aussi que je suis plein d'humilité et d'ailleurs, quand on fait des choses comme ça, on l'a encore plus. Le vrai sentiment d'humilité, je l'ai ressenti quand je suis arrivé, quand j'ai réussi. Ça, on pourrait se glorifier de réussir un tel, challenge. J'ai été très ému par le sentiment d'humilité d'avoir réussi ça. C'est un sentiment extraordinaire. On pourrait dire on vous voyez, quand on parle d'ego et cetera, quand je réussis ce challenge, le sentiment d'humilité, il est incroyable, incroyable. Il est incroyable, à c'est incroyable de toucher ça, si fort que ça. Si je reviens un petit peu, quand je disais, à cette force intérieure, je suis pas complètement surpris. Mais, peut-être que le doute ou le manque de confiance, parfois éteint un peu cette flamme.
Et c'est justement ce paradoxe et ce combat permanent euh, du lion et de l'agneau, finalement. Donc ces deux-là, des fois, ils se sont un peu confrontés. Je crois que quand on entreprend quelque chose comme ça, il faut que l'état sauvage il- il puisse s'exprimer au maximum. Euh, et que l'agneau qui a peur, il faut qu'il puisse s'exprimer aussi. Il ne faut pas l'éteindre, il ne faut pas le tuer. On ne tue pas ni l'un ni l'autre, en fait. Les deux sont utiles. Les deux sont utiles et il n'y en a pas un à aimer plus que l'autre parce qu'il serait plus valorisant d'être un lion. Allez, ça c'est l'ego. Je préfère me présenter comme un lion plutôt que comme un agneau. Bah non, je suis les deux. Je suis les deux et j'aime les deux. Et les deux me rendent service. Quand les deux se parlent Donc, et ce que que les tu es en deux train de... s'apprivoisent, et ça me rend service parce que l'agneau a eu des peurs, évidemment. Mais pas pendant les entraînements. Parce que pendant les entraînements, je suis plutôt lion. Donc, les peurs de l'agneau, elles sont sous la douche, elles sont dans la salle de bain, elles sont parfois la nuit. La peur, jusqu'au bout de me dire, il y a des matins, je me suis réveillé, est-ce que c'est vrai que j'ai lancé un challenge comme ça? Puis j'ai allumé mon téléphone, après être douché, après avoir pris un petit déjeuner, j'allume mon téléphone et j'ai des messages, toi, d'autres, le staff, ou effectivement qui me parlent de non, maintenant c'est pas, j'ai pas rêvé, j'ai vraiment lancé ce défi. Et il y a eu des fois où, sous ma douche, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais 5 jours, peut-être 2 jours avant le départ, même. 2 jours avant le départ. Qu'est-ce que j'ai fait? Et si j'en fais que 3 au lieu de 37? Ça, c'est l'ego qui parle. C'est l'ego qui a peur de. Est-ce que tu t'es servi est-ce que ton ego était utile aussi, Tony? Tu nous dis qu'il y a le lion, il y a l'agneau, que la raison pour laquelle tu le fais, ta vision, ça n'a rien à voir avec l'ego, mais c'est plutôt un élan du cœur. Est-ce que, et comment ton ego a-t-il été utile pendant cette préparation, peut-être pendant aussi l'épreuve, le challenge? Quand est-ce qu'il a été utile? Ah, je sais que je t'ai déjà parlé un peu de ces choses-là. C'est quand je visualisais, ou parfois peut-être qu'on m'aurait pris pour un fou quand je m'entraînais, si on m'avait vu, que ce soit en pleine nature ou parfois dans une salle à l'entraînement, où j'avais parfois une salle pour moi tout seul, etc. Je me, je pense que comme un footballeur qui imagine qu'il met le but qui te fait gagner la Ligue des Champions, la finale de la Coupe du Monde, je me suis vu arriver, cette arrivée, je l'ai fait plein de fois. Et ça, c'est l'ego. Je l'ai fait plein de fois avec l'énergie que je ressentais, cette joie que je pouvais ressentir en visualisant le fait que j'y arrive. Ça a dû être d'un soutien incroyable. C'est important ce que tu dis là, hein. C'est important dans la manifestation, c'est important dans le fait de l'avoir vécu 1000 fois, en fait, cette arrivée. Donc, quelque part, c'est peut-être venu aussi solidifier la foi, quelque part, parce qu'on peut parler peut-être de Mhm. foi, la foi d'arriver. Et quand bien même tu l'aurais imaginé ou vécu comme une finale de Coupe du Monde à chaque fois à l'entraînement, la sensation d'arriver le jour J, le 37e jour, doit dépasser de loin tout ce que tu as pu imaginer. Ouais. Je... T'étais là, j'ai pas compris. L'imaginaire, il est bien, hein, parce que l'imaginaire, on est tellement conscient, c'est bien de se faire des films, parce que d'abord, on les ressent, on les vit. Il y a eu des arrivées fantasmées qui ont été peut-être même meilleures que la réelle, parce que la réelle, je me souviens plus trop, en fait. Tu étais dans un Euh, autre t'as espace-temps. fait, toi, tu as vu, tu m'as dit que c'était extraordinaire et tu m'as tu m'as témoigné de mon arrivée, parce que je crois que je ne suis pas témoin de mon arrivée. On doit être ailleurs à ce moment-là. Je comprends pas trop. Tout va vite.
Je sais pas si je savoure en fait. Mais en tout cas, toi, tu m'as dit que c'était rayonnant. Je pense qu'on a Une habité par autre chose, mais en tout cas, je pense que je sais pas où j'étais, mais j'étais pas vraiment là. C'était bizarre. Ouais, On a une photo qui le prouve, hein, parce qu'il y a eu des clichés qui ont été pris à l'instant même où tu franchis la ligne, qui parlent d'eux-mêmes. ouais. Ouais. Heureusement, à ces moments-là, il y a des photos. Ouais. Euh, mais ouais, pour revenir à, comme tu disais, cette histoire d'ego, peut-être que j'ai pas eu de détracteur. C'est ce qui est incroyable. C'est ce qui est incroyable dans ce projet, c'est qu'aujourd'hui, bon, on sait bien malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement, peut-être qu'en France, on n'aime pas j'en suis pas une, mais on n'aime pas nos stars, on n'aime pas nos sportifs qui réussissent, on n'aime pas les entrepreneurs qui réussissent, on n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils ont entrepris, parce qu'ils ont des idées. Je trouve ça dommage, je trouve. La critique est facile. Quand on porte un projet noble, tout de suite, on a les pour, les contre. Ça m'embête un peu tout ça, pour, contre. Et si on encourageait, si on accompagnait simplement les belles idées. Et franchement, j'ai eu cette chance de faire ouais, l'unanimité, vraiment, 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 vraiment. Et voilà. Bah, pour revenir sur l'ego, est-ce Mm. qu'il y a des matins où tu t'es levé, ou cet après-midi après la sieste, je ne sais pas, tu dis: «Non, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui». Fallait que tu te pousses à certains moments à y aller? Ou est-ce qu'à 0 moment pendant toute ta prépa, tu t'es levé en te disant: «Je veux pas le faire»? Tu t'es toujours levé en disant: «C'est bon, let's go, let's go, let's go». Mm, ouais. Il y a pas eu un moment où tu t'es dit: «Bon, Non, pas envie d'y aller». Waouh, OK. non. J'essaie de me rappeler, non, 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 non. J'ai souvenir d'un entraînement fatigué, et d'ailleurs, je crois que mes coachs, mes entraîneurs, veillaient à me à pas faire la surcharge. Il y avait le bon dosage. On était une prépa physique comme ça, faut arriver au point ultime où on est super en forme, on est vraiment à la pointe de sa forme. Et le plus, c'est la blessure, qui était notre hantise. On a travaillé pour pas être blessé. C'est ça le sujet. C'est d'être au top de sa forme sans basculer dans la blessure. C'est tout l'art d'une préparation comme celle-là. Tu as eu des bobos quand même? Non, non. Non, parce que j'étais bien suivi, comme tu le sais, quotidiennement, par tout le monde, par un staff extraordinaire, par des professionnels extraordinaires, par un kiné qui depuis est décédé, Philippe Aullaire, à qui je rends hommage. Non, non, le staff, c'est bien sûr aussi grâce à eux, parce que la mécanique, ils en ont pris super soin, ils ont fait un travail extraordinaire. Donc, j'ai une blessure avant de partir, avant de faire le premier. Ça s'appelle le stress. D'abord parce que c'est le premier jour, tu es là, il y a tout le monde, il y a la presse, il y a les gens. Il y a tes Je crois, enfants, il y a tes ouais, je crois que je suis amis, dans un état de nervosité où quand j'enlève mon sweat pour démarrer et prendre le départ de 37 semi-marathon dans 5-10 minutes, je me fais un mal ici à la nuque, terrible, et j'ai tout de suite l'ostéo qui vient, et j'ai une photo qui en témoigne, qui vient et qui essaie de me relaxer les trapèzes, et j'ai eu mal pendant 3-4 jours très très fort. Blessure de la euh, du mental, de la nervosité. Et puis 3-4 jours avant la fin, un peu de ressenti au niveau genou, mais là je crois aussi que là c'est la peur de ne pas terminer et que je veux surprotéger mon genou donc on strappe alors que je pense que c'était la peur de démarrer et la peur de pas finir. Les peurs. ouais. Les blessures viennent souvent des peurs. Oui, probablement.
entre autres. Hem, quand tu as enfin, il y a 2 choses, j'avais envie de parler, à la fois du futur et à la fois du passé, au présent. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, heu, l'enfant que tu étais, Mmh. tu es toujours, il a Mmh. pu s'exprimer pendant cette préparation, il a pu s'exprimer, pendant, les 37 jours. Donc ce côté, bah, toi seul, sais comment tu étais enfant, mais en général, on est plutôt, comment dirais-je? Émerveillé, on est, Mmh. on Je a suis toujours, ouais. Mmh. on est plein de vie et à la fois, quand tu regardes ça maintenant avec le recul, de plusieurs années, quel regard tu poses sur ce record, sur ces rencontres? Quel regard tu poses sur toi-même? Donc à la fois, cet enfant, est-ce qu'il a pu vivre cet événement pleinement? Et puis quel regard tu poses aujourd'hui avec, le recul? Bah, à ce moment-là, je suis un enfant, qui réalise son rêve. Il le crée, qu'il l'écrit et qu'il fait. Heu, Pourquoi je suis un enfant? Parce que quand je suis enfant, je suis toujours avec un maillot de foot, un short, heu, un carré de chocolat à la bouche, toujours sale parce que je suis toujours en train de jouer au foot tout le temps, je suis en train de faire le vélo. Quand, quand c'est le Tour de France, je fais énormément de vélo. Quand c'est la coupe du monde, je suis toujours, dehors avec mes copains en train de jouer au foot. Quand c'est Roland-Garros, je prends ma raquette et je tape, sur un mur pendant des heures. Je suis un amoureux de sport, de tous ces sports et des sportifs et des exploits sportifs. Yannick Noah 83, c'est incroyable. Laurent Fignon, cette arrivée sur le Tour de France, qu'il perd, parce qu'il y a des défaites incroyables. Séville 82, j'ai la chance de connaître le gardien Jean-Luc Ettori, de parler avec lui et qui vit cette demi-finale de Coupe du monde. Tu vois, toutes ces images du sport, j'ai eu la chance de rencontrer Alain Prost, les Prost Senna, me fascinent, me fascinent. Je suis passionné de j'ai une admiration incroyable des sportifs, des champions. On me qualifie comme tel aujourd'hui, on me nomme comme tel. J'ai du mal à l'entendre parce que ça me paraît incroyable qu'on me dise, qu'on me classe parmi les champions. Notoriété ou pas, bien sûr, parce qu'il y a des sports où il y a plus de notoriété que d'autres. Heu, Ils m'ont fait rêver, ils me fascinent. Je crois que j'ai toujours couru après ça en tant qu'enfant. C'était un rêve et quand je réalise ça, c'est un rêve éveillé. C'est un rêve éveillé, c'est extraordinaire. Bien sûr que ça change une vie. Ça change ça change une vie et ce que je voudrais dire aux gens, c'est que un être humain reste un être humain. Tout le monde a quelque chose et tout le monde peut réaliser quelque chose de grand. Connu, pas connu, reconnu, tout ça, c'est le média qui le fait. Mais tout le monde peut réaliser quelque chose de grand. Quel regard tu poses, toi, aujourd'hui, sur, cet exploit-là? Est-ce que tu est-ce que tu te ces gens que tu glorifiais un petit peu d'une certaine manière ou que tu trouvais extraordinaires, est-ce que c'était pas un miroir pour te dire que toi aussi tu l'es extraordinaire? Ça veut pas dire qu'on met l'ego, en avant, mais que Oui, je tu l'es dirais autant que jamais ça. tu les aimes. Je dirais jamais ça, je dirais que j'ai été guidé, pour faire quelque chose, d'extraordinaire, mais dans ce quelque chose d'extraordinaire, c'est pas les 37 semi-marathons en soi, parce que ça, demain et je l'ai toujours dit, j'étais à peine arrivé, j'ai dit: «Je souhaite et j'espère que très vite quelqu'un, va prendre le flambeau», parce que j'ai donné un élan, un autre avant moi me l'a donné et que les records, ils sont faits pour être battus et j'ai toujours dit que j'aiderais et que j'accompagnerais et que je serais heureux dès qu'il y en a un qui va se lever pour dire: «Allez, je ferai plus, je ferai mieux». Voilà. L'exploit en lui-même, l'exploit, il est de m'être levé un matin pour dire: «Je vais faire quelque chose», quel qu'il soit. D'avoir embarqué des gens, d'avoir créé le projet, plus que d'avoir couru 37 semi-marathons. D'avoir créé le projet.
Et le record du monde, c'est une chose en soi, j'ai même pas voulu apparaître au Guinness et tu sais pourquoi, j'en ai jamais parlé, mais là je peux le dire publiquement. Parce que c'est payant, parce qu'on perdait 6 000 € de ce qu'on avait récolté pour être inscrit au Guinness des records. Bah, c'est bien plus important parce que rappelez-vous le sens dont je parlais tout à l'heure, que ces 6 000 € aillent à l'association. En plus, qu'on puisse donner une enveloppe supplémentaire au sens, c'est-à-dire aux enfants qui en ont besoin, qui sont peut-être en fin de vie, qui sont, voilà, à qui on va pouvoir offrir un voyage. Ça a beaucoup plus de sens que moi d'avoir mon nom, Tony Lablanche, au Guinness des records, ça ne m'intéresse pas. Donc, la plus belle chose là-dedans, c'est l'aventure. L'aventure, toi, moi, ce qu'on vit aujourd'hui, ce que ça a fait naître. Les gens que je croise tous les jours en Touraine, il n'y a pas une journée où je croise pas un Tourangeau qui me parle pas de ce moment-là. Ça vit toujours, ça vivra toujours, et pour rien que pour ça, c'est extraordinaire. Tu dirais quoi à cet enfant qui vit dans un quartier de Vierzon Mm. aujourd'hui, si tu devais aller le voir, qu'est-ce que tu lui dirais? Bravo, mon gars. C'était là. De toute façon, t'aimes ça depuis toujours, donc t'as toujours fait ce que t'as voulu finalement. T'as pas à avoir peur, Euh, rassure-toi, ça va bien se passer. Comment? T'as Ouais, pas... rassure-toi, ça va bien se passer. Ouais, Marcel a besoin de l'entendre souvent, même aujourd'hui. Rassure-toi, ça va bien se passer. Ça, c'est pas guéri. Ça, c'est pas guéri, mais je pourrais lui dire ça. Oui, merci Stéphane. Il est en train de faire du coaching mental en direct, Stéphane. Tu parles. Bon, en tout cas, euh, il s'est passé quelque chose après les 37 semi-marathons en 37 jours, que ce soit dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle. Il y a quelque chose qui a émergé. On parlait tout à l'heure du coaching, de la préparation mentale, que tu avais envie d'accompagner, toi aussi, les gens vers ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu peux nous donner ta vision de la prépa mentale? Peut-être qu'il y a des Mm. gens qui nous suivent aujourd'hui qui auront envie de t'appeler pour dire, moi, je veux être suivi par toi, Denis. Bah, ma vision de la prépa mentale, d'abord, j'aime pas bien le terme, mais ça s'appelle comme ça. Euh, je pense que moi je me sens accompagnant, d'avoir vécu une expérience, de l'avoir vécu en étant bien entouré, euh, avec des gens qui ont une certaine posture que je prends. Tu m'as montré la posture, l'écoute du cœur, la confiance. Je crois que je transmets ça. Euh, je transmets ça aujourd'hui. J'ai fait la certification parce que moi j'avais besoin de ça. J'ai fait l'école de prépa mentale, de psychologie du sport. Ça m'a donné du contenu, des outils. Ça m'a donné des outils intéressants. Une boîte à outils dans lesquels je peux piocher quand il y a besoin. Euh, Préparation mentale, pourquoi j'aime pas bien le terme? Parce que justement, c'est surtout de faire descendre le mental dans le cœur, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et que ce mental puisse être le plus apaisé possible. C'est souvent l'ego, mauvais conseiller, qui fait que le mental s'agite, et plus on ralentit le mental, plus on est dans le cœur, plus on a les bonnes réponses. Donc l'accompagnement, il est surtout de faire descendre tout ça, de faire descendre tout ça pour accompagner la personne dans sa vérité. Voilà. Moi, ce qui est important pour moi dans l'accompagnement, c'est d'amener la personne dans sa vérité, dans son authenticité, euh, de dépolluer tout ce qui l'encombre pour être dans une atmosphère la plus limpide possible pour que lui ait les bonnes réponses, la bonne vision, les bons objectifs, les bonnes ressources, la bonne motivation, la confiance, l'estime et toutes les ressources, tous les outils pour faire ce qu'il a à faire. Et
et qu'il ait le pouvoir. J'ai quelques règles d'or, quelques valeurs, quelques principes, c'est d'amener du cadre, d'amener de l'amour, d'amener de l'authenticité, d'amener de la vérité, de la confidentialité, euh, dans ce qu'on pourrait appeler un coaching, quoi. Donc, toi, Voilà les grandes lignes dans lesquelles j'aime travailler. c'est surtout des Et je crois que sportifs. je les aime. Alors le plus dur, et là où je suis encore perfectible, mais c'est un joli défaut, c'est qu'ils m'embarquent très vite. Ils m'embarquent très vite, c'est-à-dire que très vite, je les aime mais c'est pas un problème, hein. Mais c'est d'avoir quand même ce détachement heu, pour Ah qu'ils oui. puissent échouer aussi ou réussir, d'être détaché du résultat, mais Est-ce que je tu arrives deviens à très, très motivé par leur projet, en fait. voilà, c'est ça que je voulais enfin, c'était dans cette, mouvance-là que j'ai envie de poser cette question. Est-ce que tu arrives à percevoir chez eux ce qu'ils ne voient pas d'eux-mêmes? Oui, oui. Il se passe des choses incroyables là. J'ai 7 ou 8 ados que j'accompagne depuis quelques mois et tous en même temps, ces derniers jours, c'est une réussite pour tous. Et là, à chaque fois que j'en revois un, je sais qu'il va m'annoncer une réussite. C'est incroyable. Alors, très détaché, hein, je le prends avec, parce que c'est eux, parce que c'est eux, tant mieux. Attention, très important, parents, entraîneurs, éducateurs, président de club, tout l'environnement indispensable, aidant. Mais c'est toujours toi qui as le pouvoir. C'est eux qui c'est eux qui font. C'est eux qui font. Ça, c'est important. Attention aux manipulations dans l'accompagnement de qui on est entouré, parce que dès qu'on pense que le pouvoir, c'est l'autre et que l'autre, c'est le sauveur et que j'ai une reconnaissance, incroyable envers toi, Stéphane, parce que tu m'as beaucoup, beaucoup apporté et tu sais que combien je t'aime. Heu et jamais il y a eu un pouvoir, heu, sur l'autre. Tu as jamais été le sachant, tu m'as jamais dit ce qu'il fallait faire, heu, tu m'as jamais rien imposé. De toute façon, ça marche pas avec moi en plus. Heu, voilà, je Et ramener la classe. toujours à l'autre. C'est-à-dire que tu ramènes toujours aussi, «la responsabilité» entre guillemets à l'autre. OK, mais c'est toi dans ta réussite, c'est toi dans ta moins réussite. D'ailleurs, réussite, ça veut dire Dans quoi tes déjà? échecs dans tes échecs. Aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc on ramène toujours finalement à celui qu'on accompagne. C'est Mmh. pas les choses à nous. Quel regard posent tes enfants sur toi aujourd'hui? Je sais que quel amour tu voues à tes enfants. Hem, le papa, qui était en difficulté à ce moment-là, même si c'est plus jeune, le papa qui a fait ce record, ce papa qui devient, un peu plus public aussi et qui fait ce coaching de préparation mentale. Hem, comment ça va avec tes enfants? Quel regard ils posent là-dessus? Je ne sais pas quel regard ils posent là-dessus, mais moi, je pose un regard, aimant. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour mes enfants. Moi, en tout cas, j'ai un regard sur eux. J'ai traversé des choses, j'ai réussi un exploit, cet exploit-là. Eux, à 17 et 19 ans, ils en réussissent d'autres et mes champions, c'est eux. Ils ont certainement été mon moteur, certainement aussi grâce à eux, quelque part et avec eux, pour eux, je sais pas, j'aime pas bien le terme. Je crois qu'au fond, je l'ai fait pour moi et pour les autres, mais c'est important de dire qu'on certainement que je l'ai fait pour moi aussi, évidemment. Heu, c'est des vrais grands champions tous les 2, Je vraiment. confirme. Pour des choses qui restent privées, mais c'est vraiment Exactement, des très, exactement. très, très, très grands champions. Mais je me dis, tu vois, quand
Donc on passe à travers des épreuves, que les enfants sont là, qu'on réussit un exploit et qu'il y a un après. On peut se dire: «Tiens, ils m'ont regardé avec, un autre regard» ou «Ils ont été heureux pour moi, j'ai senti leur amour» ou Ah oui. peut-être plus qu'avant, peut-être, pareil qu'avant, je ne sais pas, mais voilà. Ils sont différents tous les 2 et déjà à cet âge-là, c'est-à-dire qu'il y en a un, il franchit la ligne d'arrivée avec moi, il est comme un dingue, il explose de joie, il manifeste sa joie et il est là. Il il est là au premier plan et c'est le premier qui me tombe dans les bras et puis une beaucoup plus discrète que je cherche partout parce que je veux qu'elle soit là sur la ligne d'arrivée, mais elle, elle veut pas qu'on la voie donc elle est ailleurs, elle manifeste autrement. Exactement. En tout cas, ça transpire, cet amour que tu as, pour l'humain, pour les exploits, pour tes enfants encore plus. Et justement, j'avais 2 questions à te poser pour, clôturer finalement cette, conversation inspirante qui j'espère aura d'ores et déjà, inspiré beaucoup de cœurs qui écouteront beaucoup d'âmes qui écouteront cette conversation. Hem, si demain, J'espère. je t'offre une baguette magique et que tu as le pouvoir avec cette baguette magique de changer quelque chose dans ta vie. D'abord, un, est-ce que tu changerais quelque chose? Et deuxièmement, si oui, qu'est-ce que tu changerais? J'ai tout. Je sais combien la santé est précieuse, l'amour des enfants, ma famille, j'ai tout. Professionnellement, ce défi, il faut en faire quelque chose. J'en ai pas f j'en ai je peux pas dire que j'en ai rien fait aujourd'hui, mais il est temps d'en faire quelque chose de grand de l'autre côté du rideau. Je crois que j'ai des choses à apporter au football professionnel. En tout cas, c'est mon envie. Au sport professionnel, même si j'ai quelques sportifs professionnels que j'accompagne. Heu, si j'avais une baguette magique, j'irais là, Bah, c'est j'irais là. entendu, hein. Peut-être que c'est déjà là d'ailleurs, en fait, mais que tu ne le sais pas encore, même si tu as contribué aussi au succès, du Tour Basket Club, je crois que c'était ça encore le nom à ce moment-là. Très Tu as peu, très, participé un très petit peu très peu de temps. Je travaille avec le Tour FC, avec des personnes formidables, au avec football Noureddin El également. Wardani, un staff, super en National 3 avant que malheureusement, cette saison soit autre chose. Malheureusement pour les gens, malheureusement pour les Tourangeaux, malheureusement pour les enfants, parce qu'on revient toujours à ça. Situation, catastrophique et on parle de sport, on parle d'exploits, on parle de sport professionnel, mais n'oublions jamais que heu, le plus important de tout ce qu'on vient de dire, c'est le sport qui permet à nos enfants, aux enfants des quartiers, aux enfants de toutes parts, de campagne, de partout, de pouvoir se réunir autour du ballon et des belles valeurs du sport. Je parle un peu comme un livre, mais c'est ça le plus important. Le reste, c'est de la vitrine. Et ben, en parlant des enfants, Mmh. cette dernière question, bah, qui m'a été inspirée par, je le dis de temps en temps, par Frédéric Lenoir, son ouvrage, L'âme du monde, que j'ai vraiment J'adore, je l'ai lu. kiffé. Voilà, voilà. Et ben, donc tu vas connaître, probablement la question. Si demain, le monde devait s'éteindre, il reste quelques jours et tu as été élu, tu as été choisi pour aller transmettre un message et un seul message aux enfants qui vont faire le monde de demain. Toi, tu ne seras plus là pour le voir. Sachant que le message que tu vas leur donner, c'est un message qui va être entendu, compris bien entendu et surtout mis en œuvre. Quel serait cet ultime message à l'humanité qui façonnera demain? Important comme question. Merci, merci de me la poser parce que c'est un honneur. C'est un honneur incroyable heu, qu'on puisse de recevoir une question comme celle-là. Elle est tellement magnifique que c'est merci de me la poser. Merci. Heu, aimez-vous, parce qu'on doit rajouter autre chose à ça. Aimez-vous, aimez-vous,
3 fois. Aimer cette terre, qui vous accueille, qui vous nourrit et revenez à vous. Vous laissez pas happer par, vous laissez pas happer votre conscience, votre vie, votre temps, par ces choses futiles, trop de consommation. Je veux pas avoir un discours, mais beaucoup trop de consommation et de téléphone portable. Aimez votre téléphone comme vous-même. Heu et à un moment donné, il faut se parler pour de vrai, quoi. Les grands-pas avec vos grands-parents, avec les parents d'abord. Heu, Vivez des choses simples. Tout est là, tout est là, revenez à des choses simples. L'amour, finalement. Mmh. Aimez-vous, ça englobe tout ce que tu viens de nous dire. Voilà, pas besoin Oui, d'autres mots. naturellement. Voilà, sentez la vibration. Mmh. Si il y a des gens qui ont entendu cette conversation et qui ont envie d'entrer en contact avec toi, Tony, Mmh. comment ils te trouvent? Heu j'ai une page Facebook, ça existe encore, hein, pareil pour les vieux. Pour les vieux comme J'ai nous? une page Instagram que j'utilise très peu, je suis pas très, très bon sur les réseaux sociaux, je suis pas très acteur. Je me publie quelques trucs quelquefois qui me font plaisir parce que j'ai envie de les partager, mais c'est pas je suis pas un pro de la com là-dessus. J'ai une adresse mail, j'ai un téléphone portable, mais ils peuvent me trouver. J'ai un site internet, Facebook, Tony Lablanche, Facebook, ils peuvent, par Messenger me trouver. OK, donc de toute façon, ça sera dans la description, de cette vidéo. Voilà. Merci, infiniment Tony pour, ta présence. Merci pour, ben, tout simplement qui tu es. Merci pour ton temps également. C'est toujours Merci un Stéphane. plaisir, une grande, Ouais, plus qu'un ça me plaisir, une grande ça joie. me fait dire qu'il faut qu'on se voit plus souvent. Tiens, on va faire ça. Moi, je m'appelle, Stéphane Robin et je vous accompagne sur la voie du cœur. Je vous souhaite une belle soirée. Oui, Merci allez-y. Stéphane, merci à tous. Merci. Allez, à plus.